Je suis ravi de vous retrouver et ravi de vous saluer, Jean-Pierre Raffarin. Et Dieu sait que ce matin, les dossiers ne manquent pas. Il s'agit évidemment de ce qui se passe en Ukraine. On parlera évidemment de Dongfeng, de la situation politique à gauche et à droite. Mais je voudrais commencer justement par le jugement, parce qu'on se voit assez peu souvent ensemble, que vous portez globalement sur la façon dont François Hollande gère le pays. Certains dans votre camp parlent de désastre. Est-ce que vous reprendriez ce mot? Oh, je crois que c'est plutôt une impasse. Ce qui est incompréhensible, c'est qu'au fond, le président, depuis ses vœux, a tracé une ligne relativement claire et que son gouvernement est incapable de la mettre en œuvre. On voit bien qu'il a changé. Cazeneuve cherche les 50 milliards. Mais peut-être qu'il cherche, mais c'est quand même pas très difficile de s'engager sur les allègements de charges, puisque ça a été défini, on sait ce qu'il faut faire maintenant. Pourquoi ne font-ils pas les allègements de charges tout de suite et après ils mobiliseront les entreprises? Quel est le problème aujourd'hui? Le problème, c'est que l'économie va très mal, que nos entreprises sont en situation de grande difficulté. Et que les impôts ne rentrent pas. On annonce 60 000 faillites. J'étais hier en Poitou, j'ai rencontré des entrepreneurs. Ils n'ont jamais vu cette situation. Il suffit d'un impayé aujourd'hui pour se retrouver à la barre du tribunal de commerce, tellement la situation est tendue. Dans ce contexte-là, il faut envoyer un message de confiance aux entrepreneurs. Le président l'a fait dans le discours, mais dans le passage à l'acte, le gouvernement tergiverse. Donc c'est le gouvernement qui est le problème. Je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement est incapable de mettre en œuvre les orientations du président. Et si on en change? Je pense qu'on va être obligé de passer par là à un moment ou à un autre, puisque de toute façon, on voit bien que le président n'est pas capable de passer à l'acte. Or, passer à l'acte, c'est le gouvernement qui en est en charge. Quand vous dites vous-même pas capable de passer à l'acte, c'est un aveu de faiblesse, ça. C'est évidemment un aveu de faiblesse. Depuis maintenant pratiquement 2 mois, on a une nouvelle orientation économique. Elle n'est pas toujours mise en œuvre. Et les entreprises sont inquiètes. Or, on a besoin de leur confiance. Mais est-ce que vous avez c'est le les sentiment entreprises qui vont investir. C'est les entreprises qui vont créer de l'emploi. Donc, il faut leur envoyer un message de confiance. Qu'est-ce qu'ils attendent pour alléger les charges? Puisque vous avez justement ce type d'expérience, est-ce que vous considérez qu'avec justement cette nouvelle ligne politique, en changeant de gouvernement, on va régler les problèmes? Ou est-ce que vous pensez qu'à un moment, il va y avoir dissolution, gouvernement d'union nationale, appel aux centristes, enfin, quelque chose de plus costaud? Moi, je ne suis pas pour que le pays entre dans une crise. Au fond, personne n'a à gagner à l'effondrement de la France, et au fond, personne n'a à gagner à ce que le président de la République, 2 ans après son élection, soit dans une situation désastreuse. Nous avons intérêt à ce que l'économie se redresse, que les entreprises aient confiance et qu'on crée de l'emploi. Donc, moi, je ne suis pas pour une situation de crise. Mais je trouve qu'il y a une ligne qui a été tracée, qui est la politique de l'offre, qui est la politique de soutien aux entreprises. Cette politique, il faut la mettre en œuvre. Alors, on a un président... Dans votre camp, peu de gens y croient. Hein. Oui, mais parce que... Vous tendez la main, mais les autres, ils ont tendu la main dans les 10 premières minutes et depuis maintenant 3 semaines... Mais bien sûr, et c'est très difficile d'y croire. En effet, moi, je fais tout ce que je peux comme un bon croyant, mais c'est difficile quand je vois que rien ne se passe au fil des jours. Et ça, c'est la responsabilité du gouvernement. Et quand je vois les syndicats qui font toute une campagne aujourd'hui sur les contreparties des entreprises, il ne s'agit pas de contrepartie. La contrepartie, c'est l'emploi. La contrepartie, c'est la confiance. Donc que d'abord le gouvernement s'engage, et ça déclenchera la confiance. Mais est-ce qu'il faut qu'il y ait un changement de majorité? Parce que vous savez, vous avez été Premier ministre, qu'à un moment, si vous n'avez pas de soutien, c'est impossible de mettre en phase une nouvelle politique. Est-ce qu'à un moment, les centristes qui sont repassés à droite doivent repasser à gauche? Vous, par exemple, imaginons 30 secondes que François Hollande vous téléphone en disant « Allez, gouvernement d'union nationale », vous y allez ou pas? Non, il n'est pas question, le pays n'est pas prêt à ce genre de choses. Je pense que si on était... Mais peut-être qu'il est prêt, lui, aujourd'hui... Il est un peu mystérieux. Je crois qu'il y a un certain nombre de personnes raisonnables qui seraient assez d'accord pour faire sur un programme de 12 mois, donc très limité dans le temps, de faire les 4 ou 5 réformes essentielles à faire. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on sait à peu près ce qu'on veut faire. C'est vrai que le président n'a pas la majorité de ses propos. Et voilà. Et aujourd'hui, il a ce problème-là. Est-ce que c'est un problème de majorité ? Moi, je crois plutôt que c'est un problème d'autorité gouvernementale. C'est le gouvernement qui, aujourd'hui, ne s'impose pas vis-à-vis de sa propre majorité. Donc, ce qu'il faut, c'est soit un vote de confiance, mais en effet, un discours de politique générale, c'est-à-dire une orientation faite par un nouveau Premier ministre ou par l'actuel Premier ministre, c'est au président de décider, c'est pas moi de lui donner des conseils sur ce sujet, mais un Premier ministre fait un discours de politique générale et demande la confiance à l'Assemblée, et on s'engage sur ce discours de politique générale. Mais aujourd'hui, c'est le président qui fait le discours de politique générale, et derrière, rien, ça tergiverse. Est-ce qu'il est le plus faible de la Ve République? Vous avez tous connu pratiquement. Giscard, vous avez connu, Mitterrand, vous avez connu, Jacques Chirac, vous avez connu, vous avez été Premier ministre, Nicolas Sarkozy, vous avez connu, et François Hollande. Je pense qu'il y a aujourd'hui un niveau d'incohérence dans l'exécutif qu'on n'avait jamais atteint. Je pense que la coordination
entre les orientations présidentielles, la mise en œuvre gouvernementale et à l'intérieur des différents ministres, je pense qu'il y a un vrai problème de cohérence, de coordination, et que cette incohérence-là, elle me paraît maximale. Laurent Fabius est parti donc à Kiev. Nicolas Sarkozy avait été en Géorgie. Est-ce qu'il fallait que François Hollande y aille lui-même? Je pense qu'il fallait aller au dialogue. Je pense que Laurent Fabius fait bien d'y aller. Je crois qu'il y va avec des idées assez claires. Je crois que c'est bien que ce qu'on pourrait appeler le triangle de Weimar, c'est-à-dire la Pologne, l'Allemagne et la France, soient présentes ensemble pour parler à Yanukovych. Donc je pense que c'est utile d'avoir cette discussion. Il est évident Pas qu'il de faut... discussion sans sanction. Vous savez très bien que ça ne servira à Mais- rien avec Poutine. Mais la sanction n'est pas de notre, à mon avis, de notre registre, puisque ça voudrait dire que nous prenons parti dans un système qui est un système très complexe pour lequel il y a eu un certain nombre d'élections. Donc cette orientation qui avait été évoquée par Laurent Fabius me paraît la bonne, c'est-à-dire appeler à d'une part une trêve et ensuite des élections. Parce que quand on est dans un conflit de cette nature, dans un pays qui connaît les élections, on n'est pas dans un pays qui n'a jamais connu d'élections. Les gens qui sont aujourd'hui dans l'opposition, ils étaient hier au pouvoir. Donc ce qu'il faut dans une crise de cette nature, c'est de trouver une sortie par le dialogue. Donc l'Europe a tardé, trop tardé. Maintenant qu'on est en discussion, je pense que ce qu'il faut, c'est avoir une perspective. Et la perspective, c'est probablement celle des élections. Mais est-ce qu'on ne se réveille pas, nous les Européens, 3 mois trop tard? Bien Ça fait sûr. 3 mois que ça dure. Bien sûr. Ça, c'était l'avantage de Sarkozy, c'est qu'il ne laissait pas traîner les affaires. Et donc en Géorgie, il est parti tout de suite. Il est allé tout de suite et je vois bien qu'aujourd'hui, nous traînons et au fond, on a pris conscience de cette crise au niveau de l'exécutif français de manière trop tardive. Nous ne traînons pas seuls. Bien sûr, mais ce n'est pas une raison. C'est quelquefois le rôle de la France d'être devant. Mais justement, Et sur la Géorgie, Nicolas Sarkozy avait pris les devants. mais comment peut-on discuter avec Poutine? Vous prenez l'exemple de la Géorgie, c'est un bon exemple, puisqu'il a fallu, disons, quasiment menacer. Comment peut-on aujourd'hui discuter avec Poutine, qu'il s'agisse de la Syrie, qu'il s'agisse de l'Ukraine? Je pense qu'il faut comprendre les intérêts de la Russie. Il faut discuter avec lui de manière constructive, durable. Toute la diplomatie, c'est la prise en compte des intérêts de l'autre. Et on voit bien que de toute façon, sur la Syrie, Poutine a des intérêts qui ne sont pas complètement illégitimes en tout point. Et il est clair qu'il a besoin de protéger ses frontières d'un islamisme qui le préoccupe, qui l'inquiète beaucoup. Donc il est évident que Poutine a un certain nombre de thèmes qu'il faut pouvoir respecter. Et donc c'est à nous de faire valoir nos thèmes et donc à construire avec lui, mais sur la Syrie comme avec la Chine et avec les autres, un dialogue politique global pour lequel on crée un rapport de force. Mais on ne peut pas le faire simplement sur une opération en période de crise. La diplomatie, c'est un travail quotidien. Et de ce point de vue-là, les relations entre la France et la Russie sont trop distendues, trop occasionnelles aujourd'hui. Donc il faut renouer un travail, une confiance qui est une confiance de grande proximité pour comprendre les intérêts de Poutine et qui surtout de faire entendre nos intérêts. Est-ce qu'Angela Merkel n'est pas mieux placée? Angela Merkel est forte aujourd'hui, donc elle est naturellement mieux placée. C'est elle aujourd'hui qui apparaît comme le leader de l'Europe. Donc sur tous les grands sujets, elle apparaît comme celle qui peut porter l'énergie européenne. Donc il faut l'entourer, il faut travailler aussi évidemment avec elle. Mais on ne peut pas réduire l'Europe à l'Allemagne, surtout en matière de diplomatie. Concernant justement l'opposition aujourd'hui, est-ce que vous ne trouvez pas que Jean-François Copé, puisque vous le soutenez beaucoup, est sous-évalué? Parce qu'il y a une sorte de détestation de Jean-François Copé dans les sondages depuis maintenant un certain temps, alors qu'il dirige l'UMP. Est-ce que c'est justifié après la présidence, qui a été prise dans des conditions, on le sait, compliquées, ou est-ce que tout ça est injustifié? Je pense qu'il vaut beaucoup mieux, évidemment, que ces sondages. Je pense qu'il dirige bien l'UMP. Je pense qu'il a réussi à créer un climat apaisé. Vous êtes pratiquement le seul à le dire. Tout le monde lui tire dessus. Avec Fillon, mais parce que moi, je suis un des seuls qui n'a pas d'ambition personnelle dans cette affaire. Et j'ai une voix désintéressée. Alors, les voix désintéressées, elles sont complètement libres. Donc, je vois bien que les municipales ont été bien préparées. Je vois qu'on a annoncé que les listes européennes seraient difficiles et que ça se passe bien. Je vois qu'autour de la table, il y a François Fillon, il y a Alain Juppé, il y a les uns et les autres, et qu'on travaille tous ensemble. Et qu'on est assez rassemblés pour ces élections municipales. Donc quand je vois d'où on vient et où on en est, je dis qu'il y a du travail qui a été fait. Alors que Jean-François, de temps en temps, ait son message personnel, qui est un message, de mon point de vue, un peu plus dur que le mien. Moi qui suis de la famille humaniste dans l'UMP, j'ai des différences de sensibilité avec lui, mais je pense que c'est un bon manager, c'est un bon patron de parti. Et donc on a besoin de ce patron de parti aujourd'hui, mais il est clair que pour la présidentielle, nous verrons, rien n'est bloqué aujourd'hui. Nous avons des leaders, il y a le cas Sarkozy, il y a le projet Juppé, il y a le projet Fillon, il y a le projet Copé. Nous verrons le moment venu. On a choisi une méthode, on a des primaires pour déterminer notre candidat. Et vous êtes certain qu'elles auront lieu? Non, je ne suis pas certain Oui, qu'elles auront lieu. c'est là. Mais attendez. Vous êtes en train de me dire, avec l'optimisme qui vous caractérise, on a de bons candidats, nous avons des primaires, là, l'EMP est bien géré, et en fait, vous savez très bien que c'est le désordre. Non, vous êtes habile et vous faites là un paradoxe. Mais en fait,
Les primaires, c'est fait pour départager des candidats. Mmh. Donc, de deux choses l'une. Ou il faut départager. Et là, on fera les primaires. Ou il y a un candidat qui s'impose. Si Fillon est très largement en tête, si Ça, vous n'y Copé, croyez pas une si minute. Sarkozy, si Juppé, Ouais. je ne sais pas. Vous savez, j'ai appris dans la vie politique, je me souviens, peu de gens pariaient sur Jacques Chirac, président de la République après la dissolution, et comment j'ai dit qu'il serait président de la République, il y a peu de gens qui le pensaient. Donc je suis très prudent, et donc tout est possible. Mais la question est très claire. Les primaires, c'est fait pour départager. Si les sondages nous installent quelqu'un qui est très largement en avance, de manière durable, tout ça, les gens Nicolas vont Sarkozy. Pas vouloir. Ouais, c'est son nom. Les militants On ne a voudront l'impression pas. que vous avez peur de prononcer son nom. Non, pas du tout. C'est lui, c'est sa stratégie. J'ai pas peur de prononcer le nom de Nicolas Sarkozy. C'est une des cartes maîtresses de l'UMP, évidemment. Mais il y a d'autres personnalités, il y a des circonstances que je ne connais pas, et donc nous verrons bien le moment venu. Si nous avons besoin de départager, il y aura primaire. Si quelqu'un s'impose, les militants voudront l'unité. Moi, je vous fais ce pari. Oui. Parce que les militants, ils vont pas vouloir qu'on fasse une primaire si quelqu'un se Et dégage je de vais manière faire un nette. soupçon de provocation. Et si on mettait tous les sexagénaires à la retraite et qu'on passe à la génération suivante, c'est-à-dire la génération Bruno Le Maire? Parce que j'ai l'impression qu'au fond de vous-même, c'est un peu votre souhait. Moi, je suis pour qu'on laisse émerger en effet les talents. C'est pour ça que je ne veux pas qu'il y ait une campagne anticipée de Nicolas Sarkozy. C'est pour ça que je lui recommande plutôt qu'il se tienne en retrait, qu'on laisse émerger nos idées et nos talents aujourd'hui. Et c'est vrai qu'avec les Copé, les Le Maire, avec Nathalie Kosciusko, on a Xavier Bertrand, chacun dans son style, on a une génération. C'est un des mérites de Sarko d'ailleurs, c'est qu'il a mis au gouvernement toute une génération de qualité. Et donc on a un potentiel humain, mais il faut le laisser émerger. C'est pour ça que 2014, 2015 et 2016 que les gens s'expriment et on arbitrera à la fin 2016 par des primaires. Pourquoi si NKM on a besoin se d'arbitrer. prend-elle les pieds dans le tapis? À Parce cause que- de la division, à cause de la gestion de sa campagne. Et après, j'aurai une question sur PSA et les Chinois, et on en aura terminé. Eh bien, pour NKM, c'est que c'est très difficile, mais et que évidemment, elle est exposée à des batailles qui sont des batailles quelquefois de rivalité interne, mais surtout d'une campagne qui est très difficile contre un maire sortant et une équipe qui a tout le pouvoir et qui naturellement se sert de toutes les courroies de transmission pour imposer sa Il n'est règle. peut-être pas obligé de dire on Bah. va abattre la tourmente de Montparnasse, on va vendre le Parc des C'est- Princes sans en référer à tous les maires d'arrondissement. C'est une femme qui a des convictions. Elle est très compétente, elle est très clairvoyante. C'est quelqu'un d'énergique et donc elle a du courage. Alors de temps en temps, ceux qui ont du courage, ils cassent un peu de vaisselle. Mais au fond, elle a du talent. Et je vous dis que les circonstances, me paraît, être de nature aujourd'hui à ce que la question de Paris soit très ouverte pour les prochaines municipales. Dernier point, faut-il avoir peur des Chinois? Non. Et je suis plutôt heureux de voir la manière dont le dossier PSA a été géré. Je trouve qu'aujourd'hui, la Chine est Je en dis train ça de- parce que vous êtes l'homme politique français qui va le plus souvent en Chine. Donc. Je connais bien le groupe Dongfang. Je pense que aujourd'hui, avec les Chinois, non seulement il faut leur vendre des choses, il faut demander la réciprocité, mais il faut surtout, parce qu'ils sont quand même la deuxième économie mondiale, ils vont devenir la première, il faut surtout bâtir avec eux des projets mondiaux pour qu'on vende des projets franco-chinois aux autres. Je pense qu'un jour, on devra avoir un réacteur nucléaire franco-chinois qu'on vendra partout dans le monde. Et donc, on ait des voitures aujourd'hui qui sont Enfin, vous entendez la franco-chinois. Bourgogne, le Bordelais, ils sont en train de pleurer, il y a des Chinois partout. Enfin, on a l'impression de revenir Nous sommes dans à une certaine forme de phobie. Mais bon, ça a toujours été le cas avec les États-Unis, quand les États-Unis étaient la superpuissance, avec le Japon aussi. Ce qui est très important, c'est de se dire qu'aujourd'hui, les capitaux sont nomades, les talents sont voyageurs, les entreprises voyagent et bougent. Et donc, il faut attirer l'attractivité. Le président de la République avait raison sur ce sujet. J'avais créé le premier conseil de l'attractivité quand j'étais Premier ministre. J'en avais confié l'animation à Christine Lagarde. Il est clair que l'attractivité, c'est très important. Et donc, on a besoin des capitaux chinois, mais on a besoin de cela, non pas pour nous affaiblir, mais pour nous renforcer. PSA reste PSA. L'ADS, qui est en train de faire vraiment un grand succès en Chine, elle va pouvoir développer les capacités technologiques de PSA, le tout avec un partenariat. Et le gouvernement français s'est impliqué dans ce dossier de manière, je le dis, légitime et tout à fait satisfaisante, ce qui fait qu'on a une entreprise aujourd'hui équilibrée et que les Chinois n'écrasent pas le dossier. Les Chinois sont partenaires et qu'il faut faire confiance. Quand on tend la main pour des partenariats, on ne peut pas demander aux gens leur argent et leur taper sur la tête en permanence. Merci beaucoup Jean-Pierre Raffarin d'être venu ce matin sur l'antenne de Radio Classique et de LCI. Bonne journée à vous, suivant la formule consacrée, mais sincère.